Ce soir, je ne vais pas vous parler de recettes de cuisine ni de gastronomie, mais plutôt de l'endroit dans lequel nous préparons à manger, à savoir donc la cuisine. Premier petit problème technique. Voilà, j'espère que le PowerPoint défile correctement pour vous. Donc, je vous parle ce soir de la cuisine, cette pièce où l'on prépare donc les repas et qui est un reflet majeur de toutes les révolutions à la fois sociales, économiques et techniques qui ont bouleversé l'architecture domestique. Puisque l'aménagement et la place de la cuisine dans la maison a toujours été en constante évolution et témoigne de l'évolution des modes de vie des Français, tout au fil de plusieurs siècles. Donc c'est une pièce où les innovations ont été les plus importantes. Du simple foyer de cheminée à la cuisine tout équipée, cet espace a été façonné, bouleversé par de nouvelles réflexions autour de l'hygiène, autour des progrès techniques, mais aussi une réflexion autour de la place de la femme dans la société et dans son foyer. Alors la cuisine, la cuisine apparaît comme lieu de préparation donc, des plats à partir du moment où on découvre le feu, puisque c'est aussi grâce au feu qu'on va pouvoir commencer véritablement à cuisiner. C'est un élément important et central dans la société et surtout dans le foyer, dans la maison. C'est autour du feu qu'on va pouvoir se réchauffer. Le feu va pouvoir également au tout début éloigner les animaux. C'est aussi le feu va apporter également la lumière. Et on voit que autour du feu, on va commencer à se réunir. Et donc, c'est un des premiers lieux de sociabilité également qui apparaît. Un peu plus tard, on va voir sous l'Antiquité l'héritage des banquets, synonyme d'élégance, mais aussi d'abondance. On ne parle toujours pas de cuisine en tant que pièce caractéristique et fonctionnelle dans une maison. Et pourtant, vous voyez ici à droite une hypothèse de maison, de villa antique. Et on voit bien qu'on y prépare à manger, on y retrouve de la vaisselle. On voit que c'est un lieu qui semble assez ouvert, où on peut entrer facilement, quel que soit son âge et son sexe. Évidemment, le mobilier est très rudimentaire. On n'a pas encore de placard où stocker la nourriture ni la vaisselle. Et effectivement, on va commencer à parler de la cuisine qu'à partir du milieu du Moyen-Âge. Jusqu'au XIe siècle, on se contente de cuisiner autour de la cheminée. Et en effet, à partir du XIe siècle, les premières cuisines font leur apparition. Elles font leur apparition dans les châteaux et les abbayes. Évidemment, ce sont des endroits qui peuvent abriter des centaines de personnes qu'il faut nourrir, et donc d'où la nécessité d'avoir un lieu où on va pouvoir disposer de plusieurs cheminées pour pouvoir préparer des plats en quantité. Vous avez ici l'exemple de l'abbaye de Fontevraud et des cuisines dites romanes qui datent de 1140. Ce sont des cuisines qui sont aujourd'hui classées monuments historiques. Donc elles se composent d'un foyer central autour duquel sont aménagées 8 cheminées qui vont permettre donc de faire mijoter les plats. De l'extérieur, on voit bien ici sur cette élévation en dessin les conduits de cheminée coniques qui sont recouverts d'ardoises en écailles de tortue. Ce que vous pouvez voir à droite de l'écran et en bas, c'est le réfectoire. Là encore, un nouveau mot dans le vocabulaire qui arrive. On parle désormais de réfectoire pour cette pièce qui sera réservée à la consommation.
c'est le lieu où on prend les repas. Donc on voit bien qu'à partir de là, il y a une distinction entre le lieu où l'on prépare à manger et le lieu où on consomme. En revanche, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans ces endroits, les sols sont pavés, les salles sont voûtées pour limiter évidemment les risques d'incendie. Donc on peut parler aussi d'un début de hiérarchisation. Voilà, certaines personnes vont pouvoir œuvrer en cuisine quand d'autres n'y auront pas autorisation. Et cette hiérarchisation, on pourra la retrouver également dans les châteaux. Dans les châteaux et les grandes demeures de campagne, on ne va pas parler de réfectoire, on va parler de salles, de grandes salles ou de salles communes. Vous avez ici l'exemple de la demeure du Roc qui date du XVe siècle. Alors attention, le plan, lui, date de la période révolutionnaire. Donc j'ai utilisé des couleurs pour que ce soit plus simple visuellement. Ce que vous voyez sur le plan d'ensemble à droite, en partie orangée, vous avez le logis. Et dans la partie colorée en bleu, ce sont toutes les pièces de fonction qui vont être utiles aux tâches quotidiennes, parmi lesquelles on va retrouver un poulailler, un toit à cochons, un pigeonnier, les celliers, des magasins de stockage également. On va s'intéresser donc à la partie logis que vous voyez à gauche. En orange, on voit ce qu'on appelle sur ce plan la grande salle. Donc c'est cette pièce qui va servir à différentes activités. C'est surtout une pièce qui se distingue par la présence de cheminées, une ou plusieurs cheminées. Là, en l'occurrence, il y en avait deux. Ça permet donc de tenir cette pièce constamment au chaud. C'est aussi pour ça qu'on va y pratiquer différentes activités. On ne va pas se contenter d'y manger. C'est là aussi où on va recevoir, où on va organiser des fêtes, des soirées. C'est là où on pourra pratiquer toutes les activités, la lecture quotidienne. Et dans la partie violette ou orangée, je ne sais pas comment vous la visualisez, au numéro 2, vous voyez les cuisines. Alors, il faut comprendre qu'au départ, il n'y avait qu'une seule cuisine. La maison a été un petit peu modifiée avec le temps et effectivement, au 19e siècle, on a deux cuisines. Mais la plus ancienne est celle que vous voyez à droite. Là encore, on voit... Je pense que vous ne voyez pas ma petite souris. Voilà. On voit ici ce qu'on appellera des potagers, mais attention, le potager n'apparaît qu'au XVIIe siècle. Donc là, on est toujours au XVe, on se contente de cuisiner dans des cheminées. Voilà. Ce qui est important de savoir ici, c'est qu'on distingue bien la cuisine du lieu où on va pouvoir consommer les plats. Le mobilier de la cuisine, lui, se résume à la présence de quelques étagères. On voit bien ici les casseroles en cuivre qui sont accrochées au mur, les broches et autres ustensiles qui vont permettre la cuisson dans la cheminée sont déjà en place et à portée de main. Quelques pots, évidemment, sont posés également sur le manteau de la cheminée. Et pour le plan de travail, on se contente d'utiliser des tables, tout simplement. Voilà, on a donc un mobilier très rudimentaire et là encore, on voit que tout se passe autour de la cheminée, élément central. En ce qui concerne les maisons plus modestes, évidemment, là, tout se passe dans une seule et même pièce. Ça veut dire que à proximité de cette cheminée, bien sûr qu'on va faire à manger, mais c'est dans cette même pièce qu'on va également manger, qu'on va pouvoir s'adonner à toutes les activités de la journée. On voit une petite différence en ce qui concerne les maisons urbaines de marchands. Si vous connaissez Saint-Martin, vous devez connaître ces maisons à pans de bois qui datent du XVIe siècle et qui abritaient au rez-de-chaussée une échoppe. Eh bien, il faut imaginer que derrière la boutique, il y avait une petite pièce dans laquelle on pouvait prendre ses repas et qui disposait d'une cheminée. En revanche,
la cuisine, le lieu où on préparait les repas, était au fond de la cour, complètement isolée de la boutique évidemment, pour que les odeurs ne viennent pas déranger la clientèle. Et cette cuisine était souvent reliée au logis par un petit couloir. Dans ces maisons, dans les étages, on retrouvait les chambres et en sous-sol, on avait des caves et des celliers qui permettaient de tenir au frais les aliments. Autre chose importante qui apparaît, ce sont les pierres d'évier qu'on va avoir dans les maisons à plus aisées, les maisons de négociants en l'occurrence, ont très souvent, c'est l'ancêtre de l'évier, là où on va pouvoir donc, on apporte un petit peu d'hygiène à ces maisons. Et nous arrivons au moment de la Renaissance qui est marquée par les échanges internationaux, le commerce maritime, le trafic avec les colonies et les voyages, des voyages d'initiation. Les apprentis vont être envoyés à l'étranger pour apprendre leur métier. Et partant de là, de cette émergence de voyages, eh bien, apparaît également une nouvelle cuisine et de nouveaux usages de table. On découvre le café, les petits pois, le maïs, le chocolat et encore d'autres nouveaux mets qu'il va falloir cuisiner. Et la cuisine, d'ailleurs, devient un véritable art pour lequel il va falloir dédier cette fois une pièce à part entière dans la maison. Vous avez donc ici un plan de la maison du gouverneur à Saint-Martin-de-Ré, qui est aujourd'hui occupée par Pierre et Vacances. Et on voit sur ce plan que la cuisine est située ici. Et pourtant, la salle, donc cette pièce où on va prendre les repas, est vraiment aménagée à l'opposé de la cuisine. Toujours pour éviter que les odeurs ne viennent déranger les amis de la famille et les propriétaires. Que voit-on donc apparaître à partir de ce moment-là, puisqu'on a une distance qui s'est créée entre ces deux pièces principales de la maison? Ce sont des offices. Vous en avez un ici à côté de la cuisine et un autre ici à côté de la salle. Alors, à quoi correspondent ces offices? En fait, ce sont des lieux où on va pouvoir faire patienter les plats. Puisque, chose nouvelle qui intervient également, c'est qu'on va avoir cette fois un ordre de service. Auparavant, on disposait de tous les plats sur la table et on laissait chacun libre de se servir comme il le souhaitait. Et désormais, il y a un ordre de service. On commence par les fruits, ensuite on sert les bouillies, les viandes, puis les desserts. Ce qui explique donc la présence d'un office qui va permettre de mettre en attente les plats pour pouvoir faire le service correctement. On voit d'autres pièces qui apparaissent également, notamment ici la décharge. Alors la décharge, c'est le lieu où on va pouvoir recevoir les fournisseurs, où on va les payer. C'est aussi à cet endroit-là qu'on paiera le personnel de cuisine. Donc, on voit également, en étudiant ces plans, on voit apparaître une hiérarchisation sociale qui apparaît dans ces maisons, dans l'aménagement des maisons, qui correspond aussi au train de vie, au mode de vie des familles fortunées, qui accueillent une domesticité assez importante dans les maisons. Mais en aucun cas, ces deux mondes ne doivent se côtoyer. Ils vivent en parallèle, mais ne se côtoient pas. Ce qui va en fait déterminer aussi la circulation dans les maisons, les accès. C'est ce qui explique également que la cuisine est toujours isolée. Alors, je vous le disais, sur l'exemple de la maison du gouverneur, la cuisine, elle est isolée dans l'espace, en plan, parce qu'on a suffisamment d'espace pour l'éloigner de la salle. En revanche, dans le milieu urbain, la densité urbaine est telle que les architectes sont amenés à construire en hauteur. Et donc là, cette hiérarchisation se fait par niveau. La cuisine se retrouve donc le plus souvent dans les sous-bassements ou dans les sous-sols.
Vous imaginez que, évidemment, il n'y a pas beaucoup de lumière, ce sont des pièces très sombres, très mal aérées également, qui ne sont accessibles que par un escalier de service. Sur les plans que vous avez devant vous, les rectangles rouges vous montrent l'emplacement des cuisines. Très souvent, la cuisine est proche de la cour et on retrouve également des choses qu'on a vues sur la maison du gouverneur, comme la décharge, par exemple. Alors, que se passe-t-il au même moment dans l'habitat des paysans, dans l'habitat un peu plus populaire? Eh bien, là encore, l'évolution est beaucoup plus lente. On vit dans une seule et même pièce le plus souvent. La chambre peut être isolée, et encore pas toujours, mais en tout cas, le reste de la maison s'organise autour d'une seule et même pièce qui bénéficie d'une cheminée qui va apporter toujours la même chose, la lumière, la chaleur et permettre la cuisson des repas. C'est quelque chose de très très important qui est vraiment essentiel, puisque en fait on est déjà là au XVIIIe siècle et encore jusqu'au milieu du XIXe siècle. Ça veut dire que la présence de la cheminée est tout à fait centrale dans l'habitation domestique. Alors, je vous parlais aussi d'une spécialisation des pièces. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle à Sainte-Marie la souillarde. La souillarde, en fait, c'est la pièce où on va laver la cuisine souillée. C'est là où on va aller faire la vaisselle. Bon, dans cette pièce, on remarque également une cheminée pour se tenir chaud et aussi pour faire à manger. Oh, excusez-moi. Et on voit apparaître également les potagers. Les potagers, ce sont les ancêtres de nos fourneaux. Donc, on pouvait tenir au chaud les plats en mettant des braises chaudes en dessous. On avait un petit foyer. On remarque également ici la présence de la pierre d'évier. À droite, ce que vous voyez, c'est plutôt une habitation noble. On voit donc la cuisine, on n'a toujours pas beaucoup, on a très peu de mobilier. On a par contre un potager avec plusieurs foyers, puisqu'il y a beaucoup de monde à nourrir. La vaisselle donc est toujours à portée de main pour des raisons d'efficacité. En revanche, on commence à voir apparaître ce genre de mobilier qu'on va appeler un garde-manger, qui va permettre de protéger la nourriture des rongeurs. Alors, on retrouve ici les potagers, les fameux potagers. Vous en avez deux ici. Chose assez intéressante, c'est que là, on commence à avoir aussi un souci d'hygiène, un souci de propreté dans la cuisine. Et donc, on voit apparaître ces fameux carreaux bleus et blancs dans le style de Delft qui vont permettre de faciliter le nettoyage dans les cuisines. Donc, ces carreaux apparaissent à la fin du XVIIe siècle et vont se généraliser dans les cuisines. Chose assez curieuse, on privilégie essentiellement le thème marin dans les cuisines. Donc, vous voyez ici deux exemples de potagers dans des maisons de notables. On retrouve un potager également ici avec 3 foyers. On a toujours ces carreaux de Delft. La cheminée est évidemment centrale puisque c'est elle aussi qui va apporter les cendres pour nourrir les foyers environnants. Elle permet toujours aussi la cuisson des plats qui vont être mijotés. Les pots qui attendent, souvent on a vraiment les denrées les plus nécessaires, le sucre, le café, le sel, qui sont vraiment là à portée de main. Et ici, on a en fait une grande cuve qui est tenue au chaud et qui va permettre d'y mettre la marmite pour les confitures. Voilà, donc la cuisine commence à se spécialiser. Je vous parlais d'un souci aussi d'hygiène. Eh bien,
On le voit sur les deux photos que vous avez à droite. Pardon. À droite, vous voyez une pompe à eau, mais aussi une pierre d'évier et même une paune dans laquelle on pouvait nettoyer également le linge. Hop. Alors, au niveau du mobilier, là encore, hein, on est toujours dans un début de spécialisation, de fonctionnalité des pièces, mais aussi du mobilier et encore aussi plus des objets. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'était un coffre. C'est là où on rangeait la vaisselle. Mais progressivement, on va voir apparaître des buffets, comme vous avez au milieu de la diapositive. Voilà, un buffet. Et un peu après, le vaisselier qui fait son apparition. Avec en plus, en option, un égouttoir à vaisselle que vous retrouvez également ici. Donc, chaque chose à sa place, la vaisselle bien rangée. Oula, pardon. Donc la vaisselle est bien rangée, elle est surtout protégée de la poussière et des animaux. Pour la nourriture, eh bien, on se contente d'une cave pour mettre les produits frais, les protéger au frais évidemment, les celliers également pour les autres denrées. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on commence à voir apparaître, là ce que vous avez en bas à gauche, c'est un confiturier. Alors vous me direz, il n'y a pas beaucoup de différence avec un coffre à vaisselle, sauf que c'est pour vous montrer un petit peu comment évolue aussi la société et comment on vit dans ces maisons. Ça veut dire que là, on a un mobilier qui est dédié aux confitures, comme on voit apparaître également les huches à pain. Je suis désolée, j'ai un petit souci. Alors, bien. Donc nous arrivons à la fin du 19e siècle. La cuisine commence à s'imposer comme pièce intégrante du logis. Vous avez ici l'exemple d'un hôtel du début du XXe siècle en Loire-Atlantique. Ce que je voulais vous montrer avec ces plans, donc à gauche, vous avez le rez-de-chaussée dans lequel on voit apparaître, alors non, en plus il y a une erreur, c'est le sous-bassement. Là, vous êtes au sous-sol et dans le sous-sol, on a vraiment les pièces de service uniquement. C'est-à-dire qu'on va retrouver la salle de bain, à côté de la pompe évidemment. On a également des lieux de stockage du charbon et du bois. Et chose innovante, un calorifère. Donc c'est en fait l'ancêtre du chauffage central. Voilà, effectivement, de nouvelles énergies font leur apparition, à commencer par le gaz, qui fera son apparition un petit peu plus tard. Pour l'instant, on utilise beaucoup le charbon encore, mais on a cette modernité avec un meilleur confort apporté au logis grâce à l'eau courante, puisqu'on a une pompe à l'intérieur même de la maison. On n'est plus obligé d'aller chercher l'eau dans le puits. Et ces premiers systèmes de chauffage de maison, pour l'instant alimentés au charbon et petit à petit au gaz puis à l'électricité. Ce qui se passe en revanche au rez-de-chaussée et non à l'étage, il y a une erreur sur le plan, au rez-de-chaussée, on voit apparaître la cuisine. La cuisine qui désormais est au même niveau que les pièces de réception. Pourquoi? Puisque en fait la domesticité, il y a une sorte de crise domestique. On privilégie désormais la vie familiale. Il est difficile on ne vit plus avec une domesticité importante et donc la maîtresse de maison a accès de plus en plus à la cuisine. Donc il est important pour elle d'avoir une pièce qui est bien mieux éclairée, qui va pouvoir être aérée, qui est facile d'accès. Et c'est pour ça que la cuisine remonte d'un étage et arrive donc au rez-de-chaussée, au même niveau que la pièce où on va prendre les repas, qui elle-même connaît une révolution puisque on ne parle plus de cette grande salle commune,
mais il y a une division qui s'opère et on va parler des salons et des salles à manger. Toujours dans cette idée de vraiment de rendre le plus fonctionnel possible la maison et d'attribuer à chaque espace une fonction particulière. Les accès sont toujours différenciés puisque là vous avez l'accès à l'entrée donc qui se fait sur l'élévation principale de la maison, alors que là on a un accès plutôt de service qui permettra d'accéder directement à la cuisine. Ce que vous voyez ici, c'est l'escalier de service qui se contente de descendre dans le soubassement vers les pièces de service également. Donc là, ça va être les domestiques qui vont utiliser ces escaliers de service plutôt. Alors, le 19e siècle rime souvent avec modernité, progrès industriel, révolution. Et c'est ce que je commençais à vous dire aussi un petit peu avec la diapositive précédente, c'est qu'on voit arriver de nouvelles énergies, de nouveaux réseaux d'énergie, notamment avec l'arrivée du gaz en ville. Vous avez ici à gauche un exemple d'un ancêtre du réfrigérateur qu'on appelle à ce moment-là encore des glacières. Et là, vous avez l'exemple d'un General Electric de 1927 qui, lui, est alimenté à l'électricité. C'est très moderne, mais les premiers étaient alimentés au gaz et permettaient donc de maintenir au frais les aliments. Sur la droite, vous voyez une cuisinière. Donc les fourneaux qui étaient auparavant alimentés en bois ont ensuite été alimentés en charbon, puis en gaz de ville, et le seront par l'électricité un peu plus tard. À partir de 1920, dans l'entre-deux-guerres, la cuisine commence à être meublée. Elle est accessible donc à la maîtresse de maison. On se soucie des conditions d'hygiène et de bien-être. Il est donc important que les eaux usées et les ordures ménagères puissent être évacuées. Ce sont des arrêtés municipaux qui mettent tout ça en place également. La maîtresse de maison passe donc de plus en plus de temps dans la cuisine, qui doit être bien éclairée, bien ventilée, privilégiant la circulation et la vie de la famille. Une propreté donc irréprochable doit être respectée, et c'est ce que les revues spécialisées conseillent. Là, on a l'exemple alors c'est Villas et maisons de campagne qui date de 1908. Il y a vraiment 2 pages dédiées à l'aménagement de la cuisine. Comment doit-on aménager la cuisine? Il est indiqué que les parois doivent être imperméables aux vapeurs, que les revêtements doivent être en faïence ou à la peinture à l'huile, que le sol doit être dallé ou carrelé, et on a toujours ce souci permanent de ventilation, de nettoyage aussi des surfaces. Donc on a toujours les sols carrelés, et aussi autre chose, on a de plus en plus de rangements. Il est hors de question désormais de laisser les aliments en libre accès, et tout doit être rangé dans un placard bien fermé. Alors, ce nouveau mobilier fait son apparition au début du XXe siècle. On voit que, en fait, les plus grandes innovations vont intervenir en premier lieu dans les logements sociaux, puisque la question se pose de la surface. On est sur des lieux, des espaces assez étroits. Il va falloir absolument gagner en efficacité. Donc, ce qu'on voit apparaître, c'est que les plans de travail sont repoussés sur le long des murs pour dégager l'espace central. On a des placards de rangement, toujours dans la même idée de libérer l'espace et faciliter également le nettoyage. On voit bien que madame en haut à droite a beaucoup plus de facilité à passer la serpillière s'il n'y a pas de meubles pour lui faire obstacle. Donc c'est une nouvelle réflexion
qui se met en place, qui va permettre de gagner à la fois en efficacité et aussi en confort, puisque désormais c'est madame qui passe le plus de temps dans la cuisine. On est donc face à un mobilier qui est fonctionnel, qui va être standardisé également. L'organisation de la pièce est elle aussi axée sur la fonctionnalité. On a ici un placard garde-manger. Hop là. Voilà, on a le placard garde-manger, on a un fourneau avec une hotte au-dessus pour permettre d'évacuer les vapeurs, la présence d'une fenêtre qui n'existait pas quand les cuisines étaient encore dans les sous-sols des maisons, et un plan de travail toujours essentiel évidemment. Donc, les principaux accessoires de la cuisine restent accrochés au mur, mais pour des raisons vraiment de pratique. Le sucre, la farine, le café sont à portée de main au-dessus de la cheminée. Donc, on est face à une architecture ultra fonctionnelle qui est conforme aussi au nouveau rôle de la femme dans son foyer. Là, on a un exemple de cuisine, là, en bas à droite, c'est un exemple de rationalité des années 1930 où tout est conçu pour que les déplacements soient réduits. On a donc un buffet de cuisine qui est équipé d'une petite table mobile. On a également, alors là, un véritable exemple de rationalité avec ce buffet ultra composé où chaque chose a sa place. Et là, le meilleur exemple pour parler de ça, c'est le porte-torchon. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. C'est surtout pour des raisons aussi d'hygiène. Voilà, l'hygiénisme au XIXe siècle est évidemment quelque chose de très important dans l'aménagement domestique. Alors, les architectes vont réfléchir à l'aménagement des maisons et à l'aménagement de la cuisine. Ils conçoivent désormais des cuisines pour une femme seule et debout. Vous avez ici l'exemple de la cuisine de Francfort qui date de 1927. Elle a été conçue pour faciliter les gestes habituels de la ménagère. Il y a un tiroir pour récupérer les épluchures ou la farine, puisqu'on fait encore son pain. On a un tabouret à 3 pieds pour ne pas s'assoupir, parce que si on commence à tomber de sommeil, eh bien, on tombe de son tabouret. Ça, c'était un tabouret qui avait été pensé par Frank Lloyd Wright pour les ouvriers d'une usine, pour les empêcher en fait de s'assoupir. Vous voyez un petit peu l'idée qu'on se fait aussi du rôle de la femme dans sa cuisine. Et puis après 1920, l'architecture privée connaît un véritable tournant et évolue vers une architecture donc fonctionnelle, conforme au mode de vie de ses résidents, qui évolue aussi vers des espaces toujours plus réduits. Le regard porté sur la condition féminine et son rôle dans le foyer évolue à vitesse grand V. La cuisine est évidemment le lieu privilégié du progrès technique. On voit dans ces cuisines apparaître des frigidaires, des néons pour éclairer la cuisine, tout ce qui est évidemment électroménager également. Les premières cuisines équipées apparaissent en fait à la veille de la Seconde Guerre mondiale, très influencées par l'American Way of Life. Elles intègrent dans l'agencement du mobilier les appareils de cuisson, l'évier et le frigo. C'est-à-dire que tous ces éléments sont encastrés les uns dans les autres pour libérer l'espace. Et donc, on a un plan de travail continu. Cela permet d'avoir une pièce nette et agréable pour la vie familiale. Le four micro-ondes, lui, fait son apparition au milieu des années 70. On le voit là sur cette cuisine à gauche. Alors évidemment, on ne peut pas parler des années 70 et même 50
après-guerre, on voit apparaître déjà le formica, ce fameux matériau, l'ancêtre du plastique, qui donc va révolutionner la cuisine en apportant aussi de nouvelles couleurs. Il y a aussi un aspect esthétique à ces matériaux et pas seulement hygiénique. L'électroménager va faciliter la vie de madame. Après, on pourra sourire en regardant aujourd'hui ces publicités. Moulinex libère la femme et pour elle, un Moulinex, pour lui, de bons petits plats. Bon, on a compris tout ce que ça voulait dire. Mais il est vrai que l'apparition de cet électroménager va énormément faciliter le travail de madame. Alors, le cloisonnement des pièces commence à disparaître. On cherche une grande liberté de circulation dans la maison. Les premières cuisines ouvertes font donc leur apparition. Vous avez ici un exemple de cuisines qui ont été mises en place, aménagées dans les unités d'habitation de Le Corbusier. Le Corbusier qui dit en 1953, lors du Congrès international d'architecture moderne, que la femme sera heureuse si son mari est heureux. Le sourire des femmes est un don des dieux et une cuisine bien faite vaut la paix au foyer. Tout est dit en quelques lignes et donc c'est certainement ce qu'il avait en tête quand il a imaginé cette cuisine. Cette cuisine qui permet en fait à madame de recevoir ses livraisons par un placard qui facilite l'accès entre l'intérieur de l'appartement et l'extérieur. Ça veut dire qu'on pouvait lui livrer des plats, les aliments également. Elle n'avait même plus besoin de sortir de sa cuisine. Elle ne sort pas non plus de sa cuisine pour pouvoir servir les plats, puisqu'on a un passe-plat. Vous voyez peut-être la petite fille ici qui récupère un plat. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que on a une cuisine corsée et madame a la seule liberté de pouvoir pivoter sur elle-même pour cuisiner, laver et servir les plats. C'est une expression que j'ai empruntée à une sociologue qui parle donc effectivement de cette cuisine corsée. Madame est donc censée pouvoir pivoter sur elle-même et pratiquer et faire tout ce qui est nécessaire dans une cuisine. La cuisine ouverte va se généraliser au cours des années 70. Vous avez en bas à gauche le plan d'une maison de cette période-là, où on voit donc la cuisine qui est simplement isolée de la salle à manger par un mur qui n'est pas continu. Là, on a une porte, mais bien souvent, l'espace est beaucoup plus ouvert, comme on le voit aussi ici. Alors, la spécialisation de la cuisine comme lieu de préparation des repas témoigne d'une évolution à la fois architecturale, mais aussi sociale. Aujourd'hui, c'est une pièce à vivre qui se veut conviviale et fonctionnelle, qui est entièrement ouverte sur la maison. C'est presque un lieu de passage d'ailleurs, ce n'est plus une pièce à part entière. Elle est souvent organisée autour d'un îlot central quand l'espace le permet. Et sur cet îlot central, on voit ici sur cette image qu'on ne se contente pas de cuisiner, on va aussi servir les plats et donc se restaurer sur cet îlot, mais aussi faire ses devoirs sous la surveillance des parents. Alors la cuisine de demain va-t-elle révolutionner les habitudes familiales en devenant invisible? Puisque ce que vous voyez à droite, c'est une cuisine qu'aujourd'hui on cherche à faire disparaître. On avait la cuisine corsée, on a la cuisine œuvre d'art aujourd'hui qui permet de dissimuler toute la partie fonctionnelle de la cuisine dans l'aménagement de la maison. Je vous laisse donc sur cette réflexion. On voit aussi quand même, j'insiste sur le rôle de
pardon, le rôle de la femme, parce que finalement, au tout début, au Moyen-Âge, elle n'est pas si présente que ça. On la voit surtout présente à partir du moment où la cuisine s'ouvre et où on a moins de domestiques à la maison. Donc, on est au 19e siècle. Et aujourd'hui, c'est dommage, j'aurais dû vous mettre une photo où on voit quand même que les hommes occupent un peu plus cet espace. Ce qui est très révélateur, et je finirai là-dessus également, c'est que la cuisine, en tout cas, est vraiment une photographie de l'évolution de la société et de la façon d'habiter les maisons. On y voit donc à la fois des progrès industriels, des progrès techniques qui correspondent à la modernité qui évolue en fait chaque jour. C'est aussi un lieu de vie, un lieu de sociabilité et je crois qu'il y aura encore beaucoup de choses à faire là-dessus.